Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les reconversions, les questionnements, les virages à prendre. Cette semaine, nous allons parler d'un parcours qui débute dans le monde des assiettes brûlantes, des clients pressés, des additions à diviser en 17. Vous l'aurez compris, comme beaucoup de Rochelais, mon invité du jour a débuté son parcours dans la restauration. Et puis un jour, il a troqué la toque et le tablier pour rejoindre un monde dans lequel on parle un langage bizarre avec des crochets, des accolades et des points-virgules. Un monde où les erreurs de commande deviennent des erreurs 404. Et aujourd'hui, il cuisine toujours, mais des lignes de code. Basé à Marcilly, il développe des sites internet, développeur Laravel, Symfony ou encore Vue.js. Il ne vous sert plus des bons petits plats mais des sites clés en main. Nous allons ensemble essayer de comprendre ce qui a motivé ce changement. Lançons le script et accueillons ensemble Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Paul. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien et toi ? Ça va très bien, très bien. Bon, t'es prêt à nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Super. Donc, comme je disais, tu développes des sites internet, c'est ça aujourd'hui ? Enfin, ouais. Tu crées des sites internet. C'est ça, effectivement. Je crée des sites internet. Je peux aussi faire des applications web, pas mobile parce que c'est un langage qui est différent. Donc, mais oui, c'est essentiellement du site vitrine. Je peux faire des sites aussi e-commerce pour des boutiques ou même pour des clubs sportifs, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un site en fait. Les langages que j'ai cités là, c'est les bons. C'est bon, c'est ça. Ouais. J'ai pris sur ton site internet. Donc, c'est ça, ouais. Donc, parce que moi, j'y connais pas grand chose. C'est difficile. C'est comme apprendre. C'est comme une nouvelle langue en fait. Bah justement, on va revenir là-dessus pour savoir comment toi tu t'es lancé là-dedans, comment t'as appris, etc. Parce qu'effectivement, oui, c'est des choses très techniques et qui demandent de l'apprentissage. Alors, ce que je te propose, c'est que, comme d'habitude, on revienne un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Donc, comme je l'ai dit, restauration, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu plus loin ? Qu'est-ce qui t'a mené dans ce parcours de restauration ? Oui, bien sûr. Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait une seconde générale, parce que j'avais pas d'orientation particulière à l'époque de la seconde, donc je suis allé à Saint-Exupéry. J'ai fait une seconde, c'était SES à l'époque. Et malheureusement, moi j'étais en seconde quand il y avait la proposition de loi du CPE. Donc il y avait énormément de grèves, donc j'allais pas à l'école. Donc j'en avais marre déjà, et puis il y avait ça, donc j'y allais encore moins. Et puis un jour, je dis à ma mère, je dis que c'était plus possible, qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose, quoi. Donc on avait des amis qui travaillaient dans la restauration. Donc il y en a un bon ami à ma mère qui était maître de rang au 4 sergent. Et j'ai dit que j'ai demandé si je pouvais faire mon apprentissage là-bas, et du coup j'ai été pris, j'ai fait 2 années d'apprentissage dans ce restaurant. Ok, alors juste une petite question, du coup tu parles de Saint-Exupéry, du 4 sergent, t'es donc originaire de La Rochelle de base. C'est ça, oui, moi je suis rochelais de base, ouais. Et l'école, alors tu dis que c'est le CPE, etc., mais je suppose qu'il y a pas que ça quand même, enfin je suppose que tu t'avais quoi, tu te sentais pas bien à l'école ? Ouais, j'en avais marre en fait. Ça te correspondait pas à ta manière d'apprendre ? Non, ça me correspondait plus. Tu saurais dire pourquoi ? Enfin, tu saurais dire ce qui allait pas ? Non, clairement pas, je sais pas en fait, j'en avais marre. Ouais, la manière d'apprendre. La manière d'apprendre, la manière de faire les choses, c'était trop pour moi. Même si j'étais un bon élève et que je pouvais continuer, mais je voulais pas. Donc tu te lances dans la restauration assez tôt alors ? C'est ça, à 16 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 16 ans, tu commences donc dans le monde du travail à 16 ans. C'est ça, j'ai commencé un 1er août. Un 1er août en pleine saison. Donc sans formation dans la restauration ni rien ? Non, c'est ça, j'avais fait jamais de stage, rien du tout, j'ai débarqué comme ça, la fleur au fusil un petit peu, donc en disant coucou c'est moi, et puis j'ai commencé comme ça, j'ai fait du coup tout le mois d'août à 100% au restaurant, et puis après j'avais le rythme d'alternance avec le CFA qui était de... Ah ok, donc t'as repris une formation. C'est ça, oui, j'ai fait un apprentissage, donc j'ai fait, c'était 1 semaine, 2 semaines je crois, 1 semaine de cours et 2 semaines de restaurant. D'accord. Ce milieu, ça t'a plu tout de suite ou est-ce que tu le faisais pour travailler Je l'ai fait pour travailler à la base, mais oui, c'était plaisant quand même. C'était très difficile, parce qu'il faut savoir qu'à 16 ans, tu fais quand même beaucoup d'heures. Tu fais pas 35 heures, tu fais pas 39 heures non plus. L'été, c'est plus du 50 heures, quoi. Donc, ouais, parce qu'en plus t'es arrivé en plein été. Là, voilà, c'est ça. Moi, je suis arrivé en plein été. C'était direct. Je suis passé du rythme de vacances à un rythme où je bossais de 10h à 15h et de 18h à 23h, on va dire. Voire plus des fois. T'es resté combien de temps dans le monde de la restauration ? J'ai commencé en 2006 et j'ai arrêté en 2016. Avant un petit retour pour une saison en 2020, mais on en reparlera un peu plus tard.
10 ans dans la restauration. C'est ça. Ça doit être fatigant. Dans le même restaurant à chaque fois? Non, j'ai fait 2 ans en 4 sergents. Après, j'ai fait 2 ans sur une brasserie sur le port qui n'existe plus, qui s'appelait le Dupéret, qui était une des plus petites brasseries juste à côté du passage Dupéret. Et après, j'ai fait le plus gros, c'est 5 ans et demi du coup à l'aquarium, au café de l'aquarium. D'accord, l'aquarium quoi. Ouais, l'aquarium de La Rochelle, juste au-dessus, il y a le restaurant, et du coup, c'était là que je travaillais. C'est un contexte un petit peu différent, du coup, que les restaurants sur le port, non? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé par les 4 sergents qui étaient semi-gastro. Ouais. Après, j'ai fait de la brasserie sur le port. Et après, du coup, c'était le café de l'aquarium, c'était à la base, c'était une grosse brasserie. Et finalement, quand je suis parti, c'était ils essayaient de vraiment plus tourner vers le côté restaurant, de cuisiner des bons produits, des choses comme ça en fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce monde-là, là, de la restauration? Est-ce qu'il y a des choses que t'as aimé? Oui, il y a des choses qui m'ont plu. Le contact avec les clients quand ça se passait bien, c'est toujours très agréable. Le fait aussi, je pense que ça pourra parler à des personnes qui ont fait de la restauration, quand il y a un service où on a beaucoup de travail, mais que ça se passe très bien. C'est toujours agréable parce que tout s'enchaîne, tout glisse, au contraire de quand on a un service où il y a beaucoup de monde, où on peut même avoir un service où il y a personne, et en cuisine ça suit pas, ou alors il y a des petits soucis et ça va être catastrophique et on subit clairement en fait le service. Et du coup, alors est-ce que c'est vraiment l'image qu'on a, le grand public, nous l'image qu'on a de la restauration, c'est ça carbure tout le temps, les clients embêtants ou exigeants, on va dire plutôt qu'embêtants. Alors et tout ça, ouais. Ouais, ça carbure tout le temps. Bah nous, on est quand même une ville qui est assez régie par le tourisme, on va dire. Donc il y a des moments où oui, effectivement, on sait très bien que par exemple à partir d'avril jusqu'à fin septembre, voire même maintenant fin octobre, c'est toujours à fond. Et après, il y a des périodes un peu plus cool, comme de novembre à mars, c'est plus tranquille, on va dire quoi. Mais après, c'est vrai que oui, les clients exigeants, les clients qui sont pointilleux ou qui veulent cette table-là parce qu'ils sont rochelais, donc oui, c'est un mix. Ah oui, ça existe ça? Oh oui, j'en ai quelques-unes des anecdotes comme ça, oui, effectivement, où les clients arrivent, c'est un mercredi, ils demandent une table particulière, qui était, j'étais à l'aquarium à l'époque, qui était dans le coin du restaurant, c'était une des plus belles vues de l'aquarium, mais qui avait une table à côté où on pouvait avoir les grandes tablées, des tablées de 12-14. Et souvent, le mercredi, les tablées de 12-14, c'est des tables avec des enfants. Oui. Donc, elles sont mises là, ces petites dames. Après, il y a du coup une table qui arrive, qui était avec 6 enfants, il me semble, à l'époque. Et à un moment, je vais les voir, je leur demande si ça s'est bien passé. Elles me disent, oui, mais c'est un peu bruyant. Je leur dis, oui, mais du coup, c'est normal, on est mercredi, il y a des enfants, et puis on vous les avait prévenus quand même que c'était possible. On les a pas pris en traître. Donc, non, on comprend pas, on est rochelaise, oui, c'est pour tout le monde pareil, oui, en fait. Surtout quand on vient dans un site touristique comme l'aquarium, on peut pas venir en se disant on va passer un moment tranquille. Non, pendant le mercredi, les week-ends ou les vacances, il y a forcément des enfants. Donc, ouais. Comment, alors, gérer ce type de problème? Parce que finalement, comme tu nous as dit, t'as commencé à 16 ans, donc t'y es resté 10 ans, donc t'as fait 26 ans, c'est ça, dans la restauration? Exact. Quand on est aussi jeune que ça et qu'on a des gens exigeants comme ça, qu'on n'a pas d'expérience forcément beaucoup de la vie, enfin moi je me mets à ta place, si j'avais à cet âge-là j'aurais été incapable de gérer ces problèmes-là. Comment on s'y prend du coup? Et on va voir ses responsables, on va voir ses chefs de rang, on leur dit lui il est un peu pénible, donc ça fait depuis le début du repas qui me cherche, et donc ils me disent non mais je vais y aller, et puis ils les remettent à leur place en fait, gentiment, mais en leur faisant comprendre que c'est pas open bar non plus quoi. Okay. Ils payent pour un service effectivement, mais c'est pas pour avoir tous les droits non plus. Et alors ces 10 ans dans la restauration, ça t'a permis quand même d'apprendre quoi comme compétences, comme façon de faire? La gestion du stress déjà. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre d'autre aussi? Travailler en équipe aussi finalement, parce que on est même si on a des rangs définis, on est dépendant aussi des autres personnes avec qui on travaille, donc ça permet d'apprendre ça. Un peu d'anglais aussi, pour être franc, parce qu'il y avait quand même pas mal d'anglais. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, mais surtout quand on commence sa carrière à 16 ans et que ça permet aussi de se mettre dans le bain. Et justement, alors est-ce que donc tu nous as dit que l'école était pas faite pour toi, est-ce que du coup l'entrée dans le monde du travail très tôt comme ça, là tu t'es dit bon OK, là, le monde du travail c'est fait pour moi, je suis bien, je suis là où je devrais être quoi? Ouais, clairement, j'ai pas subi ça en fait. T'as pas eu de regret d'avoir arrêté tes études? Ah si, j'en ai eu à un moment parce que c'était difficile et il y a eu un moment où ça se passait un peu moins bien, mais sinon non, je me suis dit que j'avais fait le bon choix en fait. Ouais. Et donc au bout de 10 ans,
Enfin, c'est quoi, t'en avais marre, le rythme était trop élevé, comment ça se... Ben, à l'aquarium, on avait la chance de jamais travailler le soir. Ou déjà juillet, août, oui, on travaillait le soir, mais sinon après, c'était sur des événements privatifs, donc maximum, quand il y avait rien, on finissait à 8h. On commençait à 11h30, donc c'était quand même assez souple pour la restauration, mais après, j'ai eu un enfant. Et j'avais envie de passer, enfin ça me convenait plus. Il y a eu un changement de direction, enfin c'est pas à cause du changement de direction que j'ai arrêté, mais on a été beaucoup de quand je suis arrivé à partir en même temps. Et moi avec tout ça mis bout à bout, les clients qui étaient pénibles, le fait que je voyais pas forcément mon garçon, je me suis dit que c'était le moment d'arrêter en fait. Donc comment ça s'est passé? T'as arrêté comme ça, du jour au lendemain, ou est-ce qu'il y a eu une petite période de réflexion, d'accompagnement et tout ça? Alors, il y a eu une petite période de réflexion avec ma femme. En fait, j'avais vu qu'il y avait un bar sur le port qui s'appelle Le Doc, qui cherchait un serveur. Et j'y suis allé, ils m'ont dit que j'ai fait un entretien, j'ai fait un essai, ils m'ont dit que c'était bon, donc j'ai quitté mon CDI pour chez eux, pour un CDI. Donc je suis passé du restaurant au bar ambiance, qui est pas tout à fait la même chose, donc c'est un peu... c'est un peu contradictoire pour quelqu'un qui avait plus envie de voir de clients. Ouais, c'est clair. Et finalement, j'ai fait 2 mois et demi parce que ça se passait pas bien du tout, parce que finalement, j'ai vraiment regretté mon choix, alors que ma femme m'avait dit, t'es sûr, vraiment, c'est pas une bonne idée, et effectivement, elle avait raison. Ouais. Donc ouais, j'ai fait 2 mois et demi, j'ai eu la chance d'avoir une période d'essai qui était reconductible, et avant la fin de la période d'essai, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien finir ma période d'essai pour que vous ayez quelqu'un à la fin, mais par contre vous me libérez de ma période d'essai à la fin quoi. Donc ça s'est bien passé, on est parti à la fin de la période d'essai, donc et puis j'ai pu m'occuper de mon fils avant qu'il rentre à l'école, parce que du coup j'ai arrêté en décembre et lui prenait l'école en septembre. Donc si tu veux, de janvier à septembre, je suis resté avec lui en fait. J'ai profité pendant 9 mois. Ouais, ok. T'as profité pour souffler un faire petit peu, le point sur voilà, toi, c'est ça faisait 10 ans que je travaillais non-stop, les vacances, les jours fériés, donc j'ai pu prendre un peu de repos, on va dire quoi. Cette expérience-là, du coup, qui s'est pas super bien passée, ça a été le déclic pour te dire il faut que je fasse autre chose, ou est-ce qu'il y a eu d'autres déclics? Alors j'avais envie avant, mais oui, clairement on va dire que ça a été le coup de grâce en fait. Il y a eu ça plus l'enfant quoi. C'est ça, l'enfant déjà c'était, on va dire c'était 75% du travail, et puis eux, et vraiment, enfin tout le contexte de ce travail-là m'a fait comprendre que oui, c'était plus pour moi en fait. Tu parlais des horaires, etc. Est-ce qu'il y a aussi des choses dans le métier en lui-même qui te faisaient dire que c'était plus trop pour toi? Oui, les horaires décalés, le fait de commencer tôt le matin, de finir à 15h, enfin ça allait encore, mais de faire des coupures, de commencer à 16h, de finir à 3h du matin, ça c'est pas possible en fait. Ouais, donc c'était vraiment surtout les horaires quoi. Les horaires, les clients aussi, parce que plus on avançait dans le temps, plus les clients étaient exigeants, ils étaient pénibles. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est plus on vieillit, moins on supporte les gens qui nous demandent des choses? Il y a peut-être aussi un peu de ça, effectivement. Ouais, il y a peut-être ma capacité à supporter les personnes, qui s'amoindrit, ouais. C'est possible, mais c'est aussi possible que les gens soient de plus en plus exigeants. Oui. Et surtout est-ce qu'il y a plus d'exigences quand c'est les touristes ou quand c'est les locaux? C'est une question que je me suis toujours posée, ça, depuis que je suis ici. Je dirais que c'est plus les locaux, parce que eux, ils sont là tout le temps. Ouais. S'ils veulent une table alors qu'elle est réservée, ils vont te dire, moi, je suis Rochelet, ou je suis sur l'île de Ré, et je veux cette table-là. Okay. Et c'est difficile de leur expliquer que non, elle est réservée cette table et que c'est pas possible. C'est bien ce qui me semblait aussi. Ouais. Les touristes, ils sont là pour les locaux qui sont. Ouais, en principe, les touristes, ils sont là pour profiter, pour passer du bon temps. Donc ils sont contents d'avoir une belle table, mais s'ils ont une table qui est pas forcément celle qu'ils voulaient, à partir du moment où ils mangent bien, ils sont contents, c'est le principal quoi. Ok. Bon, donc tu te prends ces 9 mois là, c'est tranquille. Ta réflexion du coup pendant ces 9 mois, est-ce qu'elle a évolué? Qu'est-ce que ça t'a apporté de bon cette période de réflexion? Du repos, du calme, le fait de me dire qu'il fallait vraiment que je change de voie, mais sans pour autant trop savoir où j'allais. J'ai pu reprendre mes études en quelque sorte, parce que j'ai eu la chance de faire un équivalent en Bac+2 en 8 mois. Du coup, c'était un titre professionnel manager des univers marchands. Voilà, c'est ça que j'ai passé en 6 mois plus 2 mois de stage. 1 mois de stage plutôt, exactement.
Et après, on avait à la fin, du coup, on avait un examen devant un jury de professionnels où il nous montrait un tableau de gestion de stock et 2-3 questions. Et puis après, on avait une demi-heure de préparation et à la fin, on avait 3h30 d'oral. Avec quelque chose que tu préparais comme ça juste avant de passer. Donc c'était intéressant. Ça s'est très bien passé. Quand j'ai passé cet examen, ils m'ont bien fait comprendre que c'était bon, sans vraiment me le dire officiellement, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Et après ça, moi à la base, je voulais faire du marketing digital. J'avais commencé déjà à me renseigner, sauf que j'avais 28 ans à l'époque. Quand j'ai fait ça, ils me disaient, non, t'es trop vieux, t'as pas de compétences, il faudrait déjà que tu fasses ça, alors que c'était... T'es trop vieux à 28 ans? Ouais, c'est ça. Alors que c'était au programme de la formation, en fait. T'es trop vieux, mais c'est dans la formation. Mais alors, donc ça, ce titre pro là, tu l'as validé pendant ces 9 mois de... C'est ça, j'ai validé, ouais. J'ai fait 6 mois de formation, 1 mois de stage, et à la fin du coup il y avait cette présentation devant le jury, et effectivement okay. J'ai validé. Pourquoi le marketing digital? Qu'est-ce qui te intéressait? Mais parce que ça m'intéresse, en fait c'est là que l'attrait, on va dire... à la technologie, enfin c'était déjà présent, mais c'est là que ça arrivait de plus en plus, parce que je savais que c'était intéressant, je trouve, selon les mots clés que tu mettais ou selon telle ou telle actions que tu mettais en place sur un Facebook ou sur ton site, que ça allait orienter les clients vers telle ou telle chose. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au codage, parce que du coup sur certaines parties du marketing digital, il fallait mettre des balises en fait de codage. Okay. Et c'est là du coup que j'ai commencé à prendre des cours. Et je me suis dit je me suis dit purée, c'est vraiment pas mal ça. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai cherché une première année à faire une alternance, j'ai pas réussi. Et puis après j'avais des droits au chômage qui s'amenuisaient. Donc j'ai repris un travail, j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans à Engie. À Citel à Engie, en même temps que du coup Dimitri et Laurie. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok, d'accord. Et il me semble même que Laurie, du coup, était, quand elle arrivait, elle était dans mon équipe, il me semble. D'accord. Tu faisais quoi là-bas? Je décrochais le téléphone, en fait. Tu appelles pour ouvrir un contrat, c'était moi. Tu appelles parce que ta facture, tu la trouves trop chère, c'était moi aussi. Donc c'était un job administratif back-office, quoi. C'était plus technique, en fait, si tu veux, parce qu'il fallait vraiment rentrer dans le système d'Enedis et après dans notre système à nous. Ouais. Donc c'était vraiment du traitement qui commençait à être complexe en fait. Mais je veux dire par rapport à ton ancien job dans la restauration, là t'étais dans un bureau et j'étais sur un plateau téléphonique du coup à Citel, on était une centaine sur le plateau en fait. Alors comment ça se passe du coup quand on passe d'un métier où il faut être tout le temps à fond, même physiquement finalement, à un métier plus back office où on est dans un bureau et où il faut alors c'est tout aussi dynamique parce il faut décrocher, il y a beaucoup d'appels etc, mais physiquement c'est moins quand même prenant. Comment on passe de l'un à l'autre? Mais déjà on apprécie parce qu'on se dit que c'est vrai, des fois c'est pas mal de travailler donc derrière un bureau. Parce qu'il y en a qui n'apprécient pas, donc en fait l'anomalie c'était peut-être plutôt avant d'être dans la restauration pour toi par rapport à ta personnalité, tu dirais? Non, l'anomalie, c'est d'être derrière un bureau finalement. Parce que moi, quand je travaille pas, il y a rarement un moment dans la journée où je me pose en fait. Même pour faire des bêtises, pour aller nettoyer un truc, aller courir le matin, ou alors faire un truc avec les enfants. Donc, je suis rarement, c'est ce que je dis souvent, je suis rarement sur le canapé en fait. Mais alors finalement, du coup, quand t'arrives chez Enedis sur un métier plus back office et que t'as passé pour l'instant toute ta carrière, que t'as commencé très tôt. À être sur un métier qui bouge tout le temps physiquement, tu dis que ça fait plaisir, mais ça fait vraiment plaisir ou est-ce que tu te dis quand même je m'ennuie un petit peu? Alors au début si ça fait plaisir, effectivement ça fait plaisir parce que du coup on est derrière un bureau, on a des horaires qui sont très cadrés, je finissais pas plus tard que je pouvais finir, c'était à 21h et c'était une fois toutes les 3 semaines, donc c'était assez bien. Et puis après on se dit que finalement on se rend compte que en plus là-bas t'as toujours quelqu'un qui ramène à manger. Donc au début tu commences à manger, puis tu prends du poids, tu te dis en fait non, j'avais pas un métabolisme de fou, non, c'est que je faisais 10 km par jour en fait quoi. C'est ça. Donc il y a ça qui et puis il y a ça qui vient, donc après tu fais un peu de sport normal et puis ça tu te défoules à côté, voilà, c'est ça. Et puis il y avait le garçon donc qui avait 2-3 ans à l'époque, donc c'était on pouvait faire des trucs avec des calories aussi. C'est ça, ouais. T'es resté combien de temps chez Engie? Entre 1 an et demi et 2 ans, je sais plus exactement. OK. En fait, j'y suis arrivé en 2018, je crois, à la rentrée 2018, et j'ai arrêté juste après le Covid.
T'as arrêté, t'étais en CDI là-bas? Oui, j'étais en CDI, effectivement. Et t'as arrêté pourquoi, du coup? Pour prendre une saison. En fait, si tu veux... T'es retourné dans la restauration? Je suis retourné dans la restauration. En fait, si tu veux, il y a eu le Covid. Donc, comme tout le monde, pendant 3 mois, on a été à la maison. Et, déjà, ça faisait un moment que j'en avais marre du boulot aussi, parce que les gens, ils t'appellent, ils te hurlent dessus parce qu'ils sont pas contents de leur facture, et puis quand tu leur prouves par A plus B plus C que c'est quand même leur consommation, ils te disent que non, c'est de notre faute. Et tout un tas de choses qui faisaient que j'en avais marre, que je voulais partir. Et j'avais commencé à faire les démarches en fait pour faire une saison. J'avais trouvé un travail d'ailleurs, j'avais la saison, sauf que confinement, la saison, du coup les restaurants étaient fermés, donc pas de saison pour le moment. Et je suis resté du coup 3 mois à la maison avec mes enfants, parce qu'entre temps j'ai eu un deuxième enfant. Et quand le boulot a repris, j'ai fait 2-3 semaines, et puis la gestionnaire du restaurant m'appelle, elle me dit c'est bon, on peut rouvrir, est-ce que t'es toujours ok? Je dis oui, carrément, pas de souci. Donc je pose ma démission. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'avais je crois 3 semaines de vacances encore à l'époque à prendre. Je donne ma démission le matin. À midi, ma chef vient me voir et me dit tu peux prendre tes vacances si tu veux et partir plus tôt. Et je lui dis je peux partir quand plus tôt? Elle me dit tu peux partir aujourd'hui. Et en fait, le jour où j'ai posé ma démission, c'était aussi mon dernier jour de travail. D'accord. Donc je suis parti là, et puis après j'ai fait ma saison du coup sur un hôtel Thalasso sur l'île de Ré. Moi, le but, là, clairement, je le savais déjà, avant de faire cette saison, en fait, le but, c'était après d'être au chômage, parce que je savais qu'à l'époque, Pôle emploi, les vannes étaient ouvertes pour les financements pour les développeurs web, en fait. Parce que je m'étais déjà renseigné. Ok, t'avais déjà le projet dans la tête. Voilà, c'est ça. Le projet, c'était vraiment de partir de Citel, de faire une saison qui était au minimum de 4 mois pour avoir mon chômage après, et après de me faire financer une formation. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais, parce que en fait, ma prochaine question, ça allait être, c'est quoi le parcours dans ta tête pour te dire, je vais me remettre dans un milieu que j'ai quitté, mais en fait, c'est parce que t'avais le projet derrière, quoi. C'est ça, en fait, moi, je savais très bien que c'était temporaire, et je me suis dit, c'est pour faire un truc que j'ai envie de faire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, j'avais pas du tout retouché au code depuis, mais ça m'avait vraiment plu, et je savais que je voulais en refaire, quoi. Alors, déjà, cette saison, elle s'est bien passée, ou tu t'es dit, voilà, pourquoi je retourne là-dedans? Oui. Ça, ouais. Oui, même si c'était compliqué, c'était pour du bon, mais qu'est-ce que c'était compliqué. En plus, c'était après Covid, donc on travaillait avec le masque, c'était terrible. C'était une sale période. Ah ouais, c'était pas fou, quoi. Donc difficile, et là tu te dis bon allez, c'est bon, là finalement voilà. Je suis sûr, il faut que je me lance dans... C'est ça, avant de faire cette saison, je savais qu'il fallait que je le fasse, mais après la saison, je me suis dit c'est bon, c'est fini, quoi. Ouais, c'est sûr, là j'en suis sûr. Alors, venons-en à ça du coup. Alors, donc tu dis que tu souhaitais, à ce moment-là, tu savais que tu souhaitais te lancer dans le développement, dans le code et tout ça. Est-ce que t'as eu, qu'est-ce qui t'a fait dire que que tu voulais te lancer là-dedans? Est-ce que il y a eu un déclic à un moment? Pourquoi ce domaine-là? Non, il n'y a pas eu forcément de déclic. Vraiment, comme je t'ai dit, j'ai commencé à m'y intéresser quand je voulais faire une licence dans le marketing digital, mais que j'ai pas réussi. Et vraiment, je m'étais rendu compte que ça c'était plaisant. Allez, il faut savoir que je suis pas du tout quelqu'un d'artistique, mais vraiment créer des sites, créer des choses, et après les voir sur ton navigateur internet, tu te dis waouh, c'est chouette. C'est top de faire ça. Et du coup, je me suis dit voilà, ça m'intéresse, je vais y aller, quoi. C'est le fait de passer d'une ligne de code à un rendu physique, c'est ça qui C'est ça, c'est tellement chouette de taper tes lignes de code et après de voir ce que ça fait sur ton navigateur. Ouais. Bon, au début, clairement, c'est moche. Oui, au début, quand tu commences, c'est pas terrible. Mais c'est quand même plaisant de te dire, j'ai créé ça, en fait. C'est en bidouillant un petit peu que tu finis, c'est aussi du concret, quoi. C'est en faisant qu'on apprend. C'est ça, exactement. Ouais. C'est plus tu fais, et plus tu vas tomber sur un problème que t'avais pas eu avant. Donc tu vas chercher ta solution au problème, et puis après ce problème va en amener peut-être un autre après que t'avais pas forcément pensé. Donc c'est continuellement de la recherche, en fait. L'informatique, le développement. Alors tu t'as dit tout à l'heure, j'ai noté, j'avais pas touché du code depuis. Mais depuis quand? Parce que t'en faisais avant, du coup? Non, en fait, comme je te disais, quand j'ai voulu faire ma licence, j'avais commencé à faire un petit peu de code. Ouais. Sauf que du coup, quand j'ai pas fait ma licence, j'ai laissé tomber. Clairement, okay. J'ai arrêté de m'exercer et d'en faire. Et après, quand je me suis dit, en fait, ouais, quand je faisais ça, c'était pas mal. Et c'est comme ça, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça.
Je vais faire ça. Et en fait, entre le temps où j'ai arrêté de faire mes recherches pour la licence en 2000, donc c'était en 2016 ou 2017, et le moment où je suis rentré en formation, qui était donc après en 2021, j'ai pas fait une ligne de code en fait. Que je suis arrivé, effectivement, avant de faire des tests, il m'avait conseillé de m'y remettre un petit peu et de refaire des formations, donc c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, du coup, au début de ma formation, j'avais fait un mois, on va dire, à 7 heures par jour à en faire, quoi. Et est-ce que t'as toujours été intéressé, attiré par les nouvelles technologies, par l'informatique et tout ça, ouais, depuis que t'es petit? Ouais, depuis que je suis petit, ouais, clairement, ça m'a toujours plu, tout ce qui est nouvelles technologies, les nouvelles consoles, les ordinateurs, toutes les choses comme ça, quoi. Donc ouais, tu t'es toujours intéressé à ça? Ouais, toujours. Et t'as toujours été à la pointe de ces trucs-là ou... Pas autant que je voulais à un moment, mais à partir du moment où j'ai pu m'acheter mes propres ordinateurs, mes propres consoles, ouais, j'essayais d'être plus ou moins à la pointe, parce que bon, acheter une console ou un ordi qui sort juste, ça coûte extrêmement cher, donc j'attendais 2-3 ans que ça soit accessible, quoi. D'ailleurs, je t'ai pas demandé sur le début de ton parcours, le petit Gaël, il rêvait de faire un métier particulier ou pas? Le petit Gaël, alors tout petit, tout jeune, quand il était en primaire, il rêvait d'être garagiste, parce que j'avais mon parrain qui était garagiste. D'accord. Et après, le Gaël adolescent, il savait pas quoi faire en fait. Ouais, il était perdu. Il a pensé à la boulangerie, il a pensé à être pompier professionnel, plein de choses, quoi. Mais jamais tu t'es dit je veux être dans le monde des nouvelles technologies, de l'informatique? Jamais. Et au final, maintenant avec le recul, je me dis quoi, ça aurait été cool, quoi. Alors du coup, quand on se lance dans un domaine technique comme ça et qu'on n'a aucune formation dans la technique, est-ce que comment on appréhende ça? Enfin, est-ce que on se dit ouais mais ça va être difficile? Est-ce qu'il y a des obstacles comme ça à franchir? Alors oui, il y a des obstacles parce que c'est apprendre du codage informatique, il faut savoir qu'il y a énormément de langages. Et en fait, chaque langage, c'est comme apprendre une nouvelle langue comme l'anglais, l'espagnol ou l'italien. T'as les bases à apprendre, et puis après, quand t'as les bases, tu fais des choses de plus en plus complexes. Donc ça, oui, ça peut être difficile. Mais moi, j'ai ressenti en fait, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, donc étape par étape avec les professeurs. Donc c'était, ça s'est fait pour moi sans trop d'obstacles, on va dire. Ouais, t'as pas eu ce truc de te dire dans quoi je m'engage là, je m'engage dans un truc qui est complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, non, parce que ça t'intéressait et que tu savais que ça allait Ouais, non, j'ai pas du tout eu ce truc là de me dire mais qu'est-ce que je fais. Non, j'y suis allé, ça m'a plu, et vraiment pour moi c'était pour moi en fait. Okay. La différence je pense, tu me dis si je me trompe, mais la différence par rapport à apprendre une nouvelle langue, c'est aussi que finalement les langages informatiques, ils évoluent aussi très rapidement, et contrairement aux langues vivantes qui sont assez figées, même s'il y a des nouvelles règles qui apparaissent de temps en temps, des nouveaux langages, etc. Mais du coup il y a un côté aussi, il faut se mettre à jour, non? C'est ça. En fait, oui, on dit que quand tu deviens développeur web, t'es toujours en apprentissage en fait, parce que effectivement comme tu dis, t'as tellement de nouveautés qui sortent qu'il faut avoir une veille constante, se renseigner sur ce que tu fais. Qu'est-ce qui change, parce que t'as toujours des mises à niveau, toujours des nouvelles choses qui sortent. Moi, il faut savoir que j'ai commencé sans intelligence artificielle. Puis après, quand c'est arrivé, fallait apprendre à utiliser ça, à vérifier ce qu'il te disait, parce que des fois, au début, ça te disait, ça donnait des réponses, mais finalement, elles étaient pas bonnes. Ou alors, c'était pas pour la version de ton langage que tu utilisais, en fait. Donc, oui, c'est un apprentissage constant, en fait. Quand tu te lances dans cette formation, tu as déjà ce projet de te mettre à ton compte derrière la tête, ou est-ce que tu te dis peut-être que je vais trouver un emploi salarié après, etc. Alors oui, pour moi j'avais un parcours professionnel là-dedans qui était très clair. Donc au début, j'ai fait une formation en 8 mois. Après, je voulais faire un apprentissage une alternance, parce que pour moi 8 mois c'était pas possible, je connaissais pas grand-chose. Et après bosser 5-6 ans, et après me mettre en mon compte en tant que freelance, mais dans la formation en fait, pour former les nouveaux développeurs. D'accord. Donc ça s'est pas forcément passé comme ça. J'ai fait mon diplôme en 8 mois. Après j'ai fait quand même mon alternance. Mais du coup après l'alternance, j'ai pas été conservé dans mon entreprise, et du coup je me suis dit,
je vais me lancer seul plutôt que perdu en fait. Et dans le développement, t'avais d'autres options ou enfin, je veux dire dans le développement de site internet, c'était vraiment un truc que tu voulais faire, enfin que t'as aimé pendant ta formation. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir en fait que dans le développement, internet, t'as on va dire 3 parties maintenant avec les téléphones. Donc t'as la partie mobile. Donc développement mobile, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à part parce que c'est pas des formats qui sont identiques aux ordinateurs. Après donc t'as tout ce qui se voit, toute l'interface qui s'appelle le front office. C'est une partie des développeurs, et puis moi j'étais plus spécialisé dans ce qui se voit pas en fait, le traitement en arrière-plan des données, des choses comme ça. Est-ce que tu t'es fait accompagner pendant cette période de création d'entreprise, parce que du coup tu t'avais, en plus des compétences informatiques qui étaient à apprendre, t'avais aussi le truc de développer son entreprise, ça demande aussi des compétences spécifiques, et tu t'es fait accompagner un petit peu ou pas? Absolument pas. T'as tout découvert sur le tas? C'est ça, j'ai découvert sur le tas. Après bon, je suis quelqu'un qui essaie de me renseigner, qui essaie de beaucoup me renseigner. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle du coup ou si j'avais ça avant, mais j'essaie toujours d'avoir de tout savoir avant de me lancer en fait. Si j'achète un téléphone par exemple, je vais tout connaître dessus pour être sûr que ça soit vraiment pour mon téléphone quoi. Que ça soit pour moi. Donc c'est pareil. Avant de m'inscrire du coup sur l'INPI, j'ai vraiment tout lu, j'ai écouté des trucs, j'ai regardé des vidéos pour savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire avant de vraiment faire mon inscription en fait. D'accord. Tu te renseignes beaucoup avant de faire quelque chose. C'est ça, ouais. Exactement. Okay. Même même pour acheter une télé, je vais regarder du coup si elle peut rester en veille, si la couleur est bien, si du coup si tu joues à des jeux vidéo c'est bien. Donc ouais, je suis quelqu'un de méticuleux là-dessus. Ouais. Tu t'aimes bien avoir toutes les informations. C'est ça, exactement. Et du coup, avec tes clients, c'est pareil. Du coup, je suppose quand ils ont besoin d'un site internet, t'as besoin d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est ça, oui. Effectivement, t'as besoin de savoir, si, j'ai pas eu énormément de clients encore pour l'instant. J'ai surtout fait des sites on va dire en no-code. Mais oui, quand j'ai pris contact avec certaines personnes, faut savoir si déjà il y a un cahier des charges. S'il y a pas de cahier des charges, il faut le créer. Il faut savoir s'il y a une charte graphique, s'il y a un logo, s'il y a des trucs à respecter ou s'il y a des trucs où ils sont plus souples. Donc ouais, il faut, quand tu te lances, en fait, quand tu crées des sites, faut vraiment gratter, pousser, parce que les gens, ils savent pas vraiment de quoi t'as besoin. Donc, ils vont pas te donner les infos d'eux-mêmes, en fait. Ok. Là, t'es lancé depuis quand dans ton activité? Écoute, le 2 septembre, ça fera 1 an. Ok. 1 an. Tu sens déjà des bienfaits, enfin, des choses que tu te sens aligné par rapport à toutes tes valeurs, ta personnalité et tout ça aujourd'hui? Ouais, 100%. Clairement, ouais. 100%. Le fait d'être à la maison, des fois ça a des côtés positifs, comme ça peut en avoir des fois des négatifs d'être tout le temps à la maison. Mais non, moi je suis content d'être à la maison, de pouvoir emmener mes enfants à l'école, de pouvoir aller chercher, de pouvoir être là par exemple s'il y a une sortie scolaire, d'être bloqué, de dire cette journée là moi je travaillerai pas. Donc ouais, c'est moi je suis hyper content, et mes enfants aussi me disent qu'ils sont contents que je sois avec eux quoi. Il y a une chose dont on a discuté au téléphone quand on s'est eu avant de fixer ce rendez-vous, sur lequel je voulais qu'on revienne parce que tu m'en as parlé, et je pense que c'est un sujet qui est intéressant et puis qui peut intéresser beaucoup de gens quand on se lance dans un nouveau domaine qui est à l'opposé de ce qu'on faisait avant. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur que tu m'as dit avoir. Alors déjà, pour fixer les bases, pour les gens qui écoutent, syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne pas être légitime dans son activité. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. De pas être à la hauteur, de se dire pourquoi moi. Ouais. Ça, surtout quand on est freelance en fait, il faut démarcher les gens ou alors répondre à des offres que tu vois sur des sites internet, et tu te dis mais pourquoi on va me choisir moi en fait? Qu'est-ce que j'ai de plus à apporter aux gens? Oui, c'est ça. Et aussi quand on fait quelque chose de bien, de se dire ouais mais je mérite pas, enfin c'est un coup de chance, ou alors c'est voilà, ou j'aurais pu faire mieux. Ouais. Moi souvent je me dis j'ai fait ça, ouais mais j'aurais peut-être pu faire ça, ou alors non mais ça c'est bien en fait, ça c'est mieux. Donc t'es rarement satisfait de ce que tu fais parce que tu dis que tu peux toujours faire mieux en fait. Et alors après ça se traduit du coup la réaction à ça, c'est il y a deux, alors je te demanderai pas de quel côté t'es, mais il y a deux manières d'agir qui sont soit on procrastine parce qu'on se dit oui non mais de toute façon je mérite pas, de toute façon par rapport à mes concurrents ou par rapport aux gens qui font le même métier que moi, je suis moins bon, donc bon voilà, je procrastine, je le ferai demain. Ou soit au contraire, il y a des gens qui
vont travailler 12 fois plus et qui vont peut-être un petit peu se tuer à la tâche. Toi, du coup, comment tu fais, comment tu ce syndrome de l'imposteur, tu peux me confier, enfin, tu l'as aujourd'hui, Ouais. il fait partie. Ouais, il est encore là. Je pense qu'il va m'accompagner encore un moment parce que j'ai l'impression d'être une fraude entre guillemets, quoi, parce que, enfin, même pour ma licence du coup, parce que j'ai fait ma licence en alternance, j'ai fait 2 passages devant le jury. La première fois je l'ai pas eu. Et si tu veux, j'ai rien fait, j'ai bossé en tout et pour tout sur mon dossier, j'ai bossé 2 semaines en fait, sachant que j'avais un dossier de 80 pages à faire. Ah oui. Mais j'ai cette facilité aussi à écrire, du coup, à faire mes dossiers assez rapidement et puis à faire des trucs qui sont assez complets. Donc là-dessus, ouais, j'ai tendance à travailler à fond en fait, Ok, quand toi t'es j'ai plutôt besoin. de la team, je travaille 12 fois plus. Mais en même temps, je peux être aussi du côté de non, je le ferai demain parce que je sais que je le fais facilement. Donc des fois, c'est un peu des mauvais côtés en fait. D'accord. Est-ce que toi, alors c'est difficile d'avoir des solutions, je le sais bien, mais est-ce que je sais pas, est-ce que toi t'as des quand arrive déjà t'as réussi à l'identifier, ce syndrome de l'imposteur, c'est déjà une bonne chose. Quand tu sens qu'il arrive, est-ce que tu mets en place des choses spécifiques, comment t'essaies de te rassurer? Déjà, j'essaie de me dire que personne n'est parfait, selon clairement, même ceux qui quand tu vois des fois des trucs sur LinkedIn qui font j'ai fait un site internet en 2 jours. Écoute, c'est bien, mais peut-être que tu l'as fait en 3 semaines en fait, on sait pas quoi. Donc personne n'est parfait. Après, j'essaie de regarder avant la formation ce que je pouvais faire et maintenant, et je me dis que j'ai quand même progressé, je sais quand même faire des choses. Et aussi j'essaie de tu compares tes réussites, ce que tu fais, tes réussites, et puis tu lises tes compétences que tu as apprises, que tu sais faire, et puis tu te rends compte que finalement t'es pas plus bête qu'un autre en fait. T'es capable en fait, c'est ça, tu es capable de faire quelque chose. Alors juste un petit truc, moi j'ai été voir du coup ton portfolio, ton site internet. Bon, il y a des trucs c'est très sympa ce que tu arrives à faire, c'est très joli, c'est des beaux sites internet. Donc voilà, je le dis au cas où il y ait des gens qui peuvent être intéressés, qu'ils aient pas cette image de toi qui voilà. Mais non mais c'est voilà, mais c'est un syndrome qui arrive à plein de gens. Et en fait, est-ce que tu échanges aussi avec des gens qui font le même métier que toi ou pas? Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Est-ce que ça t'aide ou pas? Oui, bien sûr, de voir, de montrer ce qu'on sait faire et qu'on dise ouais, c'est pas mal ce que t'as fait, ou c'est pas mal ce que tu sais faire. Donc ouais, ça, tu te dis oui, c'est là aussi tu te rends compte que tu es capable, ce que tu fais c'est bien en fait. Ouais. Et puis surtout, moi je le dis parce que je l'ai eu aussi et que j'ai échangé pas mal avec des gens qui font le même métier que moi. Et en fait, en échangeant avec les gens qui font le même métier que toi, tu te rends compte que tout le monde traverse les mêmes difficultés, tout le monde a les mêmes problèmes. Ouais, c'est ça. Et que t'es pas le seul, et que même en discutant avec eux, tu trouves que t'as des sujets en commun, que tu fais le métier pour la même raison que la personne. Du coup, ça te rassure vachement. En fait, t'as besoin d'être rassuré quand t'as quand t'as un syndrome de l'imposteur, t'as besoin d'être rassuré, de dire que ce que tu fais, c'est la bonne voie, etc. C'est ça, exactement. T'as besoin d'être rassuré sur le fait que t'as fait le bon choix et que ce que tu fais, c'est bien, en fait, tout simplement. Et donc, échanger avec des pairs ou des gens qui sont dans le même secteur d'activité plus ou moins, ou voilà, tu te rends compte que moi, j'ai eu ces échanges-là et ça m'a vachement rassuré, ouais. Ouais, parce que moi, effectivement, comme tu dis, moi, le champ des possibles en développement est assez large. Tu peux montrer à des développeurs, à des freelances, à des développeurs, ou même à des gens qui sont un peu plus hauts, juste des mecs qui font du marketing, en fait, tout simplement, qui bossent dans une boîte de développement et qui peuvent se dire, ouais, mais c'est bien ce que tu fais. Moi, par exemple, j'ai des mecs dans ma boîte qui savent pas faire ça, ou alors, non, c'est, continue sur la bonne voie, en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que échanger, surtout quand on fait comme toi un métier où finalement tu travailles de chez toi, donc t'es souvent seul à travailler. Exact. Échanger avec d'autres gens, je pense que c'est assez primordial pour quand t'as un syndrome comme ça de l'imposteur, ou voilà, échanger et voir que les gens sont pareils que toi et ont les mêmes difficultés que toi. Voir que tout va bien, ouais. Ouais. Est-ce que t'as d'autres manières de faire, non, pour éviter tout ça? Non, non, vraiment pas du tout. J'essaie vraiment
enfin pas de me convaincre, mais de me rendre compte que ce que je fais c'est bien et que parce que comme je te dis, je me rends compte que je suis capable en fait. Ouais. Je pense que c'est ça le mieux à faire, se rendre compte que ce qu'on fait c'est bien et qu'on n'est pas plus mauvais qu'un autre, on va dire. Et puis surtout de voir que le métier qu'on fait et quand on le fait, il nous plaît. Oui. Je pense que ça c'est déjà c'est aussi hyper important. bah oui. De se dire bon, pour l'instant, j'ai peut-être pas hyper confiance en moi, mais en tout cas, quand je le fais, bah, je suis à fond dedans et ça me plaît, quoi. C'est ça. C'est déjà, c'est important. C'est rassurant. Si en plus d'avoir le syndrome de l'imposteur, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? C'est pas, là, ça, je pense que c'est pas la bonne pente, c'est vraiment faut vraiment être content de ce qu'on fait, que ça plaise et qu'on s'éclate parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, quoi, donc. Ouais. Voilà, donc si jamais vous avez vous-même ce syndrome de l'imposteur, bah, n'hésitez pas. Moi je pense que l'échange, de toute manière, tout problème de confiance, etc. Alors solutionne non, mais se résorbe un petit peu en échangeant avec des gens autour, etc. Je pense. C'est ça. À mon avis. Bon, du coup, qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours de reconversion, de ces différents changements? Est-ce que t'as des choses à mettre en avant sur tout ça, des choses, enfin, que t'as apprises durant tout ce parcours? Oui, qu'une reconversion, c'est toujours difficile parce que il faut qu'on sorte de sa zone de confort qu'on avait avant, mais que si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, ça vaut toujours le coup. Tu penses que t'étais vraiment en zone de confort avant, du coup? Bah, quand tu fais quelque chose depuis assez longtemps, pour moi, non, j'étais pas en zone de confort, mais je pense pour quelqu'un d'autre, quand tu fais un boulot, par exemple, depuis 10-15 ans, tu te dis, faut que je change, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ça va pas être trop dur? Non, je pense que si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, il faut le faire. Parce que même si c'est dur, à la fin, tu vas être content de te dire, je fais un travail qui me plaît, en fait. Ouais, ok. Mais finalement, t'es plus en zone de confort aujourd'hui que ce que t'étais avant? Oui, je pense que oui, maintenant, c'est plus, ce que je fais est plus confort qu'avant, parce que je suis aligné avec ce que j'ai envie de faire, je fais quelque chose qui me plaît, donc oui, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Bon, est-ce que t'as un petit conseil à donner aux gens qui hésiteraient aujourd'hui à franchir le pas, là? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se reconvertir? Oui, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se reconvertir quand on a, quand on n'est pas heureux dans son travail, quand on traîne des pieds pour y aller, et de se reconvertir et de se dire après, quand on a fini sa reconversion, même si c'est difficile, même si ça demande du temps, des sacrifices, d'être heureux, même d'aller en entreprise. Moi, je parle pas que pour ma part, mais d'être heureux d'aller dans une entreprise et de faire un travail pour lequel on a vraiment bossé dur pour y arriver. C'est plaisant quand même, quoi. Eh ben écoute, super, merci beaucoup Gaël. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors on peut me retrouver sur Facebook et Instagram. Okay. Avec c'est EasyDev by GC sur Instagram. Ok. Puis après j'ai mon portfolio aussi, mais l'adresse est un peu plus compliquée, donc. Alors on peut le retrouver, sache qu'on peut le retrouver en tapant sur Google le nom de ta société. C'est vrai, exact. Je l'ai fait et on peut le retrouver. Alors je redis du coup Easy comme facile en anglais, Dev by GC, donc qui sont tes initiales. Sur LinkedIn aussi. Alors sur LinkedIn, oui, effectivement, j'ai ma page pro de mon entreprise, mais j'ai aussi mon profil du coup Gaël Coupé. Gaël Coupé, COUPE accent aigu. C'est ça, oui. Super. Et ben écoutez, allez suivre Gaël et puis si vous avez des projets de site internet, n'hésitez pas à lui faire signe. Je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je remercie aussi, donc encore une fois, l'espace de coworking Working Share qui nous accompagne et qui nous permet d'enregistrer ce podcast dans leurs locaux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.